Bienvenue et merci à toutes et tous pour votre participation à ces webinaires professionnels proposés par le Salon du Livre et de la Presse Jeunesse en Seine-Saint-Denis, 2 journées composées de plus de 80 rencontres avec l'édition de jeunesse. Nous sommes également heureux et heureuses de vous inviter au salon qui s'apprête à ouvrir ses portes mercredi prochain, le 30 novembre, et qui se déroulera jusqu'au lundi 5 décembre à Montreuil. En tant que professionnel du livre et de l'enfance, il vous suffit de vous accréditer en ligne sur slpjplus.fr pour vous y rendre en accès libre sur toute la durée de l'événement. Nous vous attendons nombreuses et nombreux et d'ici là, nous avons plaisir à introduire un webinaire intitulé « La collection Prélude, la symbiose entre les grands opéras et la littérature adolescente » proposé par Gulfstream Éditeur. Ce webinaire a été préenregistré. Aussi, il n'y aura pas de place pour les questions, mais n'hésitez pas à contacter Gulfstream par ailleurs. Nous mettrons le lien vers leur site internet dans le chat. Très bon webinaire à toutes et à tous. Bonjour à tous, bienvenue pour cette rencontre professionnelle dans le cadre du SLPJ 2022. J'ai le plaisir de vous accueillir pour vous présenter cette superbe rencontre qui est une rencontre qui va vous mettre en avant l'opéra et la littérature adolescente. Pour ça, j'ai la chance d'être accompagné par deux merveilleuses autrices et un merveilleux auteur, bien évidemment. Également une super équipe de l'éditorial de Gulfstream Éditeur et moi-même. Donc, passons aux présentations. Donc, on a la chance d'avoir avec nous Béatrice Nicodème, donc autrice d'Après la flûte enchantée. On a également avec nous Christine Ferré-Fleury, qui est l'autrice d'Après Tristan et Isolde, et également Fabien Clavel, qui est l'auteur d'Après la Traviata. Sont avec nous, comme je vous disais, Romain Allais et Caroline Merceron, qui sont éditeurs de cette superbe équipe de l'édition de Gulfstream Éditeur. Et donc, moi, je suis Jérôme Bernès-Binder et je suis directeur du marketing et de la communication chez Gulfstream Éditeur, sans surprise. Pour commencer, je vais juste vous présenter rapidement la collection Prélude, en tout cas le concept, avant qu'on se lance dans les échanges justement autour de cette nouvelle collection. Donc la collection Prélude, c'est des réécritures, des réinterprétations des grands opéras, connus ou peu connus justement, avec des réécritures, notamment des livrets, pour faire découvrir aux adolescents à travers la littérature adolescente, justement, ces grandes œuvres de l'art lyrique. Je vais commencer donc à vous poser des questions auprès de nos artistes. Qu'est-ce qui, selon vous, justement, fait un grand opéra? Qu'est-ce qui fait la marque d'un grand opéra? Qui veut se lancer? Allez, je me lance. Pour moi, une des choses, parce qu'il y a plusieurs choses évidemment, qui font la marque d'un grand opéra, c'est quand cet opéra raconte une histoire universelle. C'est-à-dire une histoire dans laquelle tout le monde peut se reconnaître, quelle que soit l'époque, quelle que soit la région du monde où on se trouve, quelque chose qui touche, enfin, qui nous touche au plus profond de nous-mêmes et qui nous emporte avec la musique, bien sûr. Fabien, Béatrice, est-ce que vous avez un petit ajout à faire sur cette très belle Non, introduction? moi je dirais juste que c'est effectivement, c'est aussi une caractéristique d'une grande œuvre littéraire, hein, c'est de toucher le plus de monde possible, quelle que soit l'époque et le temps. Et puis, moi, j'insisterai aussi beaucoup sur la musique, parce que même si le livret est extraordinaire, si la musique est un peu médiocre, quelconque, l'émotion ne passera pas, ce que veut faire passer le librettiste et ce que veulent faire passer le librettiste et le compositeur ne va pas passer. Donc, c'est vraiment la conjonction des deux. Le livret et une musique quand même qui marque et peut-être aussi dont on se rappelle certains airs. Dans chaque opéra, il y a un ou deux airs ou des chœurs que tout le monde connaît, même s'il n'a pas entendu l'opéra. Oui, c'est Il ne vraiment reste ça plus que d'avoir. grand-chose. Ils ont pris les paroles et la Fabien, musique. bon courage. Oui, non, juste pour ajouter, c'est vrai qu'il y a cette question d'accessibilité aussi de la musique. On parlait des mélodies. C'est vrai que l'histoire doit marquer à travers le temps et la musique aussi il faut qu'il y ait une espèce de fausse simplicité qui fait qu'on va la retenir et qu'elle va être familière. Voilà.
mais j'ai plus grand-chose à dire après ça. Non, mais ce qui est intéressant, c'est qu'en fait, vous dites dans vos retours, c'est que finalement, le concept de prélude est quelque chose qui est déjà inhérent en fait, à chaque opéra. C'est que justement, c'est ce lien entre la musique et les livrets qui font justement de ces œuvres lyriques quelque chose de grandiose. Justement, à partir de là, vous, dans ce travail que vous avez fait de création autour de la collection Prélude et de chacun de vos titres, qu'est-ce qui vous a amené à réinterpréter, en tout cas, quelles ont été les sources de la réinterprétation? Est-ce que vous avez réécouté les opéras de A à Z? Est-ce que vous avez écouté chaque scène, chaque acte, relu les livrets, visité des opéras? Enfin, quelles ont été justement en fait, ces sources d'inspiration dans ce mode de création? Ah, la question un petit peu Je vais forte. attaquer alors, parce que en ce qui me concerne, je connaissais assez bien cet opéra et je me suis axée surtout, c'est le livret que je connaissais à peu près, Donc, mais la j'ai eu flûte vraiment besoin de, la j'ai flûte vraiment eu enchantée. besoin de me replonger dedans en détail parce que bon, donc moi c'est la flûte enchantée. L'histoire est quand même assez complexe, il y a énormément de symboles, etc. Donc je me suis vraiment focalisée sur le livret en me disant comment est-ce que je vais raconter cette histoire à des jeunes adolescents, parce que c'était ça la difficulté de cette collection. C'est de raconter à des jeunes adolescents des histoires qui se passent pas forcément dans leur vie et par lesquelles ils vont pas se sentir forcément concernés. Donc pour moi, c'était ça la grosse difficulté, c'était à la fois bien connaître le livret, l'avoir vraiment le posséder intérieurement et adapter l'histoire à des jeunes lecteurs. Voilà. Et Christine, par exemple, qu'est-ce qui toi, t'a inspiré justement dans ces éléments de réappropriation finalement de l'opéra pour créer d'après Tristan et Isolde? J'avais beaucoup de souvenirs de Tristan et Isolde parce que c'est un opéra que j'ai beaucoup écouté et que j'ai vu plusieurs fois sur scène. Donc mon travail, ça a surtout été de me pencher sur le livret, effectivement, qu'on ne connaît pas forcément mot à mot quand on écoute un opéra. J'ai eu vraiment besoin de ça, du mot à mot du livret, pour m'approcher davantage des personnages et pour me dire finalement en quoi ils peuvent être modernes, en quoi je peux me les approprier pour en faire des personnages qui finalement sont des personnages très jeunes, parce que dans l'histoire de Tristan et Isolde, ils ont quoi? Ils ont 15-16 ans. À l'époque, on était vraiment adultes. Enfin, je veux dire, à l'époque du début du mythe de Tristan et Isolde, l'échelle des âges n'était pas du tout celle qu'on connaît aujourd'hui. Donc, ce sont des personnages qui sont quasi adolescents et qui vivent leur premier amour avec l'espèce de passion folle qu'on imagine lors d'un premier amour. Donc, c'était pas très, très difficile. Ce qui était difficile, c'était voilà, de me dire en quoi est-ce qu'ils sont vraiment modernes. En quoi est-ce que je peux les rapprocher de nous? Comment je peux les rapprocher de nous Oui. sans les trahir? Les considérations d'adolescents d'aujourd'hui, tout en gardant l'essence de l'opéra. Voilà. Et Et puis avec l'écoute de la musique qui ramenait à moi l'émotion extraordinaire qu'on éprouve quand on écoute cette musique. Et cette émotion, elle nourrit aussi le texte. Oui, ça, c'est des choses où, d'ailleurs, je pose la question à tous les trois. Quand vous avez été justement sur les moments de rédaction, est-ce que c'est des choses que vous coupliez forcément, en fait, l'écoute de l'acte et de la scène en même temps que vous écriviez, ou ça pouvait être déconnecté et laisser un peu l'opéra filer pour garder quand même l'émotion générale de ce que transcrit l'opéra? Ouais, pas forcément l'écoute permanente de temps en temps pour certaines scènes, sentir un peu le climat, l'atmosphère, mais pour moi, c'était pas à intervalles comme ça de temps à autre, mais je me suis vraiment penchée surtout sur le livret et la musique. Il y a beaucoup d'airs que j'avais un peu en tête, donc le climat général, je le ressentais. Ok. Et toi? Ah, pardon. Non, Christine. non, non, j'allais dire juste une bêtise. J'allais dire à Béatrice qu'elle allait nous chanter l'air de la Reine de la Nuit. Ah, Là, c'est ça, oui, surtout la Reine de la Nuit. Très simple, qui est très simple comme passage. Et toi, Fabien, justement, dans l'appropriation justement de la Traviata, comment tu as été justement chercher les émotions, les sentiments autour de ta réécriture? Alors moi, ça se posait un petit peu différemment, puisque pour la Traviata, c'est un sujet, on va dire, réaliste.
Et du coup, une grande partie des premiers problèmes que je me suis posés, parce que là aussi, c'était un opéra qui était très familier pour moi, que j'ai beaucoup écouté, c'était vraiment de moderniser les éléments, parce que je voulais que ce soit contemporain et qu'il n'y ait pas de... Parce que l'histoire fonctionne bien en elle-même, mais il fallait qu'il n'y ait aucun élément qui gêne la compréhension. C'était vraiment ça que j'avais en tête. Je voulais qu'on comprenne les problématiques des personnages avec des éléments complètement contemporains. Et donc, euh, voilà, j'ai d'abord réécouté l'opéra pour voir effectivement l'émotion, savoir quel choix d'écriture j'allais faire au niveau du style. Et ensuite, effectivement, me dire qu'est-ce que je vais faire d'éléments qui sont datés. Par exemple, il y a une scène avec des toréadors qui sont un peu l'incarnation de l'homme viril et tout. Et aujourd'hui, ça ne peut pas passer, notamment pour des jeunes lecteurs, parce que la corrida, ils ne connaissent pas ça. La plupart, ils vont être plutôt dégoûtés par ce spectacle parce que ils seront végétariens ou véganes, et ce que je comprends tout à fait, moi je trouve ça horrible. Donc présenter ça comme un parangon de la virilité, ça ne pouvait pas le faire. Donc j'ai cherché un peu et je me suis dit, ce qui peut correspondre aujourd'hui, et c'est très amusant à faire comme recherche, c'est de me dire, les footballeurs, la figure du footballeur, c'est une figure héroïque plutôt masculine, même si ça se féminise contemporaine. Et en fait, d'une certaine manière, ça a été un peu la clé. Une fois que j'ai trouvé cet équivalent, tout le reste est venu avec. Oui, ça a été la clé pour toi, justement, vers la forme et en tout cas l'essence de ton écriture. Les éléments de modernisation, c'est-à-dire à partir de là, je me suis dit, ce qui est intéressant en plus, c'est qu'il y a eu l'affaire Zaya il y a une douzaine d'années où il y a eu des questions de prostitution dans le football français international, et ça collait parfaitement avec mon histoire. Oui. Et donc je me suis dit, j'ai pas besoin d'inventer, en fait, c'est des éléments qui sont déjà familiers, qui vont ensemble, j'ai même pas besoin d'inventer beaucoup de choses, ces liens existent déjà, et du coup, je suis parti comme ça. D'accord. Et justement, alors, on va pouvoir à un moment donné introduire Caroline et Romain sur ma prochaine question qui est en lien avec ce que tu disais, Fabien. Qu'est-ce qui vous a donné en fait ces envies un peu formelles de vous destiner donc, je prends les exemples de chacun de vos titres. Donc, par exemple, Fabien, où tu as été sur une forme en vers libre. Toi, par exemple, Christine, qui a été sur un axe historique remanié, en fait, pour le cadrer un petit peu plus dans une époque de la guerre d'indépendance de l'Irlande. Et toi, Béatrice, qui l'a mixé avec, entre un polar fantastique avec des moments où l'opéra s'intègre dans des rêveries. Qu'est-ce qui a fait que vous avez voulu aller vers ces formes-là, plus spécifiquement, ou ces périodes contemporaines, historiques, pardon, et justement, après Romain et Caroline, vous, comment vous les avez travaillés justement en interface avec autrice et auteur? En ce qui me concerne, c'est venu pratiquement tout de suite en fait en relisant, enfin en lisant même le livret de l'opéra pour la première fois, en le lisant vraiment ligne à ligne. Je me suis dit mais en fait il y a des choses là-dedans, il y a des enjeux qu'il ne faut pas éviter. Il y a effectivement un problème de guerre, il y a des rivalités, mariage politique, etc. Et je voulais que tout ce côté politique reste dans mon histoire. Et je me suis dit, mais finalement, qu'est-ce qui est le plus proche comme période où ces enjeux-là pourraient être encore présents et où on serait dans un contexte culturel qui serait quand même relativement proche de celui de l'histoire d'origine. Et ça m'est apparu tout de suite. Je me suis dit, mais oui, c'est la guerre civile en Irlande. Tout fonctionne, en fait, tout match avec l'opéra. Donc ça a été finalement très simple. Très évident. C'est la solution évidente, oui, oui, tout à fait. Très bien. Et toi, Fabien, parce que c'est vrai que ça a été un des premiers titres à sortir en duo avec La Flûte enchantée de Béatrice. C'est quelque chose qu'on voit peu finalement dans la littérature ado, justement de découvrir un récit en vers libre. Qu'est-ce qui t'a donné cette envie, ou justement ce qui t'apparaît évident en fait d'aller vers cette forme-là, ou c'est quelque chose que tu as plutôt au contraire travaillé et voulu aller dans ce sens-là, peut-être parfois de même un petit peu difficilement? Qu'est-ce qui t'a inspiré dessus? En fait, je me suis posé des questions. Déjà, en réécoutant l'opéra, je me suis rendu compte que l'action était extrêmement simple. Il se passe très, très peu de choses.
et tout tient à l'émotion. Et du coup, il fallait absolument que j'ai une écriture vraiment lyrique qui puisse transmettre ça. Et une prose normale me semblait moins facile. L'autre élément, c'est que je voulais que ce soit beau. Pour garder cet aspect musical, essayer d'avoir une belle écriture pour, voilà, on retrouve un peu dans l'écriture, si possible, un peu de musicalité. Et il fallait faire tout ça sans alourdir l'écriture. Parce que voilà, en déplaçant certains mots, en employant des mots qui sonnent mieux que d'autres, on va obscurcir peut-être un peu le propos. Et donc, une des manières d'avoir tous ces éléments-là en gardant cette légèreté, c'était justement le vers libre, parce que ça fonctionne pour moi un peu comme, peut-être pas comme l'opéra, mais un peu comme la chanson. C'est-à-dire que ça permet un peu une sous-écriture. C'est-à-dire qu'on en dit un peu moins, mais l'espace blanc à côté laisse de la place en fait pour le lecteur de prendre le temps de peser lui-même les mots et de compléter un peu ce qui a été dit. Et du coup, c'est ce dispositif que je n'ai pas inventé du tout, hein, qui est justement que j'avais déjà vu dans de la littérature jeunesse. Je me suis dit, alors j'ai hésité quand même beaucoup au départ, hein, je me suis dit peut-être qu'ils vont me renvoyer mon manuscrit en disant mais qu'est-ce que c'est que ce truc? C'est facile. Voilà, j'ai quand même hésité, mais je me suis dit je ne trouve pas d'autres moyens vraiment de rendre ça comme ça. Et donc c'est pour ça que j'ai fait un mélange après. C'est à la fois une lettre qui est écrite, c'est à la fois du vers libre, et en même temps c'est un monologue théâtral. Donc, j'ai mélangé un peu tous ces éléments pour que ça reprenne à la fois le côté vivant de l'opéra, le côté musical, le blanc de la page qui laisse cet espace imaginaire et cette sonorité avec notamment des anaphores, ce genre de choses. Je vais interpeller sur cette partie Romain, justement, qui a travaillé avec toi, Fabien, sur D'après la Traviata. Toi, en tant qu'éditeur, quand tu reçois, justement, quand tu as reçu le texte, comment tu as interprété, comment tu as reçu justement cette forme en vers libre, est-ce que tu avais déjà travaillé cette forme-ci, et qu'est-ce que ça a impliqué justement dans ton travail avec Fabien sur cette forme un petit peu à côté, on va dire, de ce qu'on peut voir habituellement en littérature ado? En fait, je dirais, au départ, je pourrais même préciser que l'opéra, je connaissais rien du tout à l'opéra. Donc pour moi, c'était quand même une appréhension d'aller travailler sur un texte tiré de la Traviata. Une appréhension parce que l'opéra, j'avais peut-être ces clichés aussi de ces œuvres un petit peu désuètes, un peu passées de mode. Donc j'avais un tout petit peu peur de ça. Et j'avoue que quand j'ai vu le texte arriver en vers libre, ça ne m'a pas non plus trop rassuré, parce que finalement, c'est quand même une forme qui est quand même particulière, enfin, je dirais assez audacieuse finalement. Pour un public à partir de 13 ans, je me Toi, suis ado, dit, ouais. ouh là là, est-ce que ça va pas être un peu compliqué? Et même moi, est-ce que je vais pouvoir, j'ai jamais travaillé sur du texte en vers libre, est-ce que je vais pouvoir avoir le bon regard et apporter quelque chose en fait de pertinent? Donc c'était vraiment les questions que je me posais, sans encore avoir lu le texte proposé par Fabien. Donc ce texte, je me suis mis dedans avec non pas cette fois le regard d'une sorte d'expert en opéra qui va pouvoir savoir si ça a bien été adapté, mais plutôt comme au fond le lecteur cible comment il va le recevoir. Enfin, si moi je comprends rien ou si c'est trop compliqué, est-ce qu'il va falloir peut-être faire un travail pour le destiner à un public encore plus jeune et donc qui risque encore plus de galérer que moi. Et en fait, il se trouve que, alors je rejoins un petit peu un propos de Christine au tout début sur l'universalité des opéras. Et je pense que la passerelle, finalement, c'est cette universalité qui a été assez bien retranscrite par Fabien, notamment en rendant justement avec ses faux footballeurs et tout cet univers contemporain adapté de la Traviata. Donc, moi, je m'y suis mis dedans et je dois avouer que ça m'est rarement arrivé
j'ai très peu à noter parce que j'étais vraiment complètement pris dedans. Du coup, ça m'a vraiment beaucoup plu. Et je pense qu'il y a quelque chose, il y a un angle, alors, il y a le vers libre, mais il y a aussi le fait que c'est Violetta qui parle. Et je pense qu'il y a un phénomène vraiment fort d'incarnation du personnage dans lequel le lecteur peut vraiment s'identifier et on suit ça, je trouve très très bien. Et l'émotion dont parlait Fabien est parfaitement retranscrite. Et moi, je me suis retrouvé finalement avec un texte, j'avais presque pas envie de le toucher, quoi. Alors, il a été retouché, mais pas sur le fond, il a été retouché plutôt sur la forme. Parce que, en fait, pour briser peut-être une certaine monotonie visuelle du vers libre, on a un peu travaillé les alinéas pour faire D'avoir plus de rythme peut-être sur ouais, les... voilà, mais un rythme visuel, en fait. Et Mm. du coup, alors ça, par contre, ça a été tout le travail après, le retravail de Fabien, parce que moi, je voulais pas, justement, intervenir sur sa vision, on va dire, je ne sais pas si on pourrait presque parler de prosodie, ou je ne sais pas, mais je ne voulais pas intervenir sur son rythme, quoi. Et donc, je lui ai demandé de tout revoir pour essayer de caler ces alinéas et créer ce rythme visuel qui accompagnerait un petit peu le rythme musical de l'écriture. Donc voilà, ça a été vraiment le gros du travail, mais finalement, j'étais tellement immergé et bien, enfin, de manière très positive, que effectivement, je n'ai pas eu le sentiment d'avoir eu grand-chose à faire. C'est beau, Fabien, c'est beau, hein. Ouais, Et ouais. l'avantage de mon côté, c'est qu'il m'a poussé aussi dans des directions dans lesquelles j'avais envie d'aller, mais je n'avais pas osé. Je me suis dit, si en plus je fais trop de trucs visuels, ça va, ils vont finir par même pas me lire. Voilà. Donc je me suis dit, voilà. Et quand le retour que j'ai eu, que je tremblais un peu en ouvrant le mail, c'est bien, mais il faudrait justement plus de trucs visuels. J'ai dit, c'est merveilleux, parfait, aucun problème, j'y vais, On je est sur la fonce. même longueur d'onde. Voilà. Ce qui fonctionne bien aussi, c'est cette incarnation de Violetta par ce monologue, dans lequel le lecteur s'inscrit vraiment dans ce personnage et on ressent très très bien tout son cheminement, quoi. Donc c'est pour ça que j'ai pas voulu trop intervenir parce que ça fonctionnait, quoi. Merveilleux. Et et toi, Béatrice, justement, tu l'as placé dans un contexte plus polar, enquête, avec cette veine fantastique qui est en fait inhérente à la flûte enchantée. Euh, Qu'est-ce qui t'a emmené justement vers ce genre littéraire? Je me suis dit, cette histoire de la flûte enchantée, j'avais très peur qu'elle paraisse très naïve aux ados d'aujourd'hui qui lisent de la fantaisie, des trucs, des histoires qui se passent dans d'autres mondes avec des créatures fantastiques. Et je me suis dit, ces 3 jeunes garçons qui arrivent habillés comme des pages, le prince amoureux de la princesse, ils vont trouver ça un petit peu nunuche. Voilà ce que je me suis dit. Ils vont dire, oh non, oui, c'est gentil, mais quand même, on a lu autre chose, quoi. Donc, je me suis dit, il faut absolument le transposer pour vraiment l'adapter à la vie des jeunes, des collégiens, en fait, hein. Et donc, comme pour Christine et Fabien, c'est venu très vite. Je me suis dit, il faut vraiment que je transpose l'histoire dans la vie quotidienne d'un jeune adolescent, mais pour garder quand même évidemment la proximité avec l'opéra, suivre l'histoire de l'opéra, avoir des passages qui sont repris de l'opéra. Je vais imaginer que du livret, je vais imaginer que ce jeune à qui il arrive des choses très importantes dans sa vie émotionnelle, hein, il tombe amoureux d'une jeune fille, c'est la princesse Pamina dans l'opéra. Ils l'ont confronté à la mère de Pamina, qui est une femme imposante, à la fois très belle, mais qui fait peur, etc. Donc, il lui arrive des choses très intenses. Et comme ça nous arrive souvent dans la vie, quand on vit des choses très fortes, la nuit, on fait des rêves qui transposent la réalité, qui sont différents, mais dans lesquels on retrouve notre réalité. Et je me suis dit, dans ces rêves, c'est là, dans les rêves, que je pourrais recréer, raconter l'opéra, reprendre des scènes directement de l'opéra, avec le temple de Sarastro, etc. Donc, ce côté un peu extraordinaire et magique, qui, dans la vie d'un jeune adolescent, aurait pu paraître un petit peu curieuse. Alors que là, comme c'est transposé en rêve et que c'est en parallèle de sa vie, je pense que ça peut passer. Voilà.
Je ne voyais pas comment le raconter autrement. Pas du Mais tout. oui, mais écoute, en tout cas, ça fonctionne très, très bien. Justement, Caroline, avec qui tu as travaillé le texte de La Flûte enchantée, je sais, Caroline, comme Romain, vous n'étiez pas forcément des grands connaisseurs d'opéra, les airs, mais pas forcément. Quelle a été justement, toi, ta réception du texte et comment tu t'es approprié justement le travail avec Béatrice sur La Flûte enchantée? Oui, donc tout à fait comme Romain, je n'avais pas grande connaissance sur La Flûte enchantée et je me suis vraiment reposée sur Béatrice pour tout ce qui concernait l'original. Moi, j'ai vraiment jugé ce texte comme un manuscrit, n'importe lequel en fait, donc, on a beaucoup échangé avec Béatrice pour savoir ce qui pouvait être expliqué, ce qui devait rester là. Et justement, ce qui était très judicieux, je trouve, avec ces parallèles entre rêve et réalité, c'est que ça permettait d'apporter le point de vue d'un adolescent sur l'absurdité en fait, qu'on retrouve dans La Flûte enchantée, mais qui reste, qui passe en fait dans le rêve. Et aussi, il avait un certain regard, donc le héros, l'adolescent Malo, sur ce qui n'était pas moderne en fait dans La Flûte enchantée, notamment les personnages féminins qui sont soit montrés comme des objets, des récompenses, soit comme la reine qui a tous les défauts du monde. Et ce regard d'adolescent comme ça était important, je pense, c'est aussi celui du lecteur. Après, ce qui est amusant, c'est qu'on cherche à lisser peut-être un peu, à rendre plus réalistes les histoires d'amour, notamment celle de Malo et d'une héroïne dans son monde réaliste, je vais peut-être pas trop spoiler. Mais quand on échangeait avec des lecteurs de 14 ans, justement, ce qui leur plaisait, c'est ce côté romance écrite d'avance. Donc, c'est intéressant, on va chercher à faire quelque chose de réaliste. En fait, des fois, les lecteurs aiment bien ce côté magique, conte. Donc, ouais, cette forme était assez judicieuse pour avoir les deux points de vue et faire accepter ce qui pouvait soit déranger, soit ne pas avoir de sens de La Flûte enchantée. Oui, si on l'avait raconté directement de façon, je dirais pas primaire, mais enfin tel qu'il est, l'opéra, les jeunes auraient été choqués par beaucoup de choses qu'ils auraient trouvées étranges, pas normales. Alors que là, il y a le recul, il y a les deux visions. Oui. Et je pense que pour nous, Fabien aussi, c'était intéressant d'avoir chez l'éditeur des éditeurs qui ne sont pas forcément fans d'opéra et qui ne connaissent pas à fond, parce que c'était vraiment un point de vue objectif de se dire comment est-ce que ça va passer auprès d'eux. Parce que si on fait lire à quelqu'un qui connaît l'opéra par cœur, il va dire « Ah oui, c'est tout à fait ça », enfin, bon, il va peut-être être enthousiaste ou au contraire pas du tout. Alors que là, on a vraiment la vision de quelqu'un qui découvre l'opéra et ça, c'était intéressant d'avoir ce point de vue-là. Oui, c'était le cas d'Alice, avec qui j'ai travaillé aussi et bon, qui n'est plus là et qui n'est pas là aujourd'hui. Donc, mais elle non plus n'a pas du tout ni écouté l'opéra, ni même en fait lu le livret, enfin voilà, elle voulait être complètement ouverte au texte tel qu'il était, tel que moi je l'avais transformé. Et du coup, c'était très intéressant parce que quelquefois, elle pointait certaines incohérences dans le comportement des personnages, parce que quelquefois, dans les livrets d'opéra, les librettistes se permettent des choses qui ne sont pas du tout logiques. Bon, alors, il y a un moment où on peut effectivement changer un peu les choses. Et puis, par exemple, le personnage du roi Marc, qui est l'époux d'Isolde, c'est vrai qu'il a un retournement de comportement qui est très, très étonnant. Mais ça, c'est inscrit dans l'opéra. Donc, voilà, on l'amène différemment pour essayer de le faire comprendre. Et pour ça, c'était vraiment très intéressant, les échanges avec quelqu'un qui ne connaissait pas cet opéra. Donc, merci beaucoup, Christine. Justement, de tous vos échanges, finalement, il y a une question sur la collection Prélude. C'est pour vous, en fait, quel est l'objectif en fait, de cette collection et quel est l'intérêt justement de parler aujourd'hui aux ados, via les littératures et les créations que vous avez faites, d'opéra. Quels sont les messages qui se cachent derrière justement ces opéras et qui, selon vous, sont importants à retranscrire pour les ados? Donc, belle question, n'est-ce pas? Christine, Fabien, Béatrice, comme vous voulez. Moi, je dirais en fait que c'est presque un travail de traducteur.
C'est presque comme s'emparer d'un énorme roman dans une langue inconnue et le traduire pour en partager le plaisir avec d'autres, en fait. Et montrer que l'opéra, ça n'est pas un vieux genre, que c'est pas un truc poussiéreux, désuet et casse-pied, que c'est une formidable machine à rêve. Que dans les opéras, il y a, et ben voilà, il y a tout ce qu'il y a dans La Flûte enchantée, dans Tristan et Isolde, dans La Traviata, dans Tosca, dans Carmen. Il y a de la furie, il y a de l'amour, il y a des mondes imaginaires, il y a des gens qui se jettent du haut d'une tour, il y a des batailles, il y a en fait tout ce qui fait vibrer les êtres humains depuis la nuit des temps. On a tous envie qu'on nous raconte des histoires extraordinaires et l'opéra raconte des histoires extraordinaires. Entrer à l'opéra, c'est entrer dans la caverne des merveilles. Et moi, c'est ça que j'ai envie de faire partager. C'est allez-y, allez à l'opéra. Ne pensez pas que c'est pour les parents et pour les grands-parents. C'est sûr, vous verrez beaucoup de têtes blanches dans la salle, mais c'est quand même la caverne des merveilles. Et ça vaut le coup d'essayer. Tout à Oui, fait. et puis c'est aussi la musique classique en général qui est considérée quand même souvent comme un truc de vieux, avec les têtes blanches au concert, hein. Et donc, l'avantage de l'opéra, c'est qu'on a ce que tu dis, Christine. Donc, on a une histoire, on a des drames, on a des personnages extravagants, on a énormément d'émotions, et qui n'est pas seulement une émotion musicale un peu abstraite, c'est qu'il y a vraiment une histoire. Et donc, c'est aussi une façon de faire passer la musique classique et de faire comprendre, enfin de faire comprendre, de faire partager la musique classique qui n'est pas faite pour des gens très sérieux assis dans des fauteuils rouges, quoi, qui a vraiment, ça peut être très proche de la vie. Et donc, c'est aussi un biais pour accéder à la musique classique, du fait qu'il y a des histoires. Parce qu'en fait, pour être très franche, moi, j'adore la musique classique, j'en ai fait beaucoup, mais j'aime beaucoup l'opéra, mais je ne suis pas une inconditionnelle de l'opéra. Je ne cours pas à l'opéra tous les 3 mois. Donc, mais par contre, tout le côté, l'aspect musical, moi, me touche énormément. Et je pense que si en plus, il y a une histoire forte émotionnellement, on peut attirer des jeunes vers une musique qui leur paraît parfois un petit peu rébarbative, difficile. Fabien, qu'est-ce que tu peux Oui, nous oui. dire là-dessus? Moi, il y a effectivement, j'aime beaucoup l'exercice de la réécriture parce que, comme on le disait au début, c'est des histoires universelles. Nous, on sait qu'elles marchent toujours, mais notre travail, c'est de le prouver à des gens qui ne sont pas forcément réceptifs, qui ne sont pas forcément ouverts à ça parce qu'on ne leur a pas encore proposé. Il y a des questions sociales aussi, hein, qui jouent. Pour l'anecdote, moi, j'enseignais à Argenteuil et à la gare d'Argenteuil pour faire éviter que les jeunes restent trop devant la gare, ils diffusaient du classique. Et ça a été fait à plusieurs endroits où le classique était utilisé comme repoussoir, un peu comme si on mettait du rap pour faire partir les vieux. C'est un peu la même idée. Et je trouve ce dispositif à la fois, effectivement, c'était très efficace, mais absolument horrible comme utilisation de la musique. Sachant que moi, à côté, je faisais cours 200 mètres plus loin dans le lycée et, euh, et je faisais un peu la démarche inverse, c'est-à-dire d'utiliser ces histoires universelles qu'on a dans la littérature et essayer de les moderniser pour que les enjeux soient complètement compréhensibles. Alors effectivement, comme le disait Christine, il y a un côté traduction, c'est-à-dire c'est une traduction de remise à jour, en fait, pour que tous les éléments qui sont datés, qui ne sont plus connus, qui demandent des connaissances historiques, on balaye tous ces obstacles pour rendre immédiatement accessible. Donc, il y a vraiment un côté pédagogique, un côté de transmission, et pour moi, un côté démocratique, justement, pour éviter aussi que la musique classique serve de repoussoir. Et c'est pour ça aussi, d'ailleurs, que le fait que nos éditeurs n'aient pas été des fans d'opéra dès le départ, c'était bien parce que ça permet de voir si le roman se tient en lui-même, s'il tient sans la référence à l'œuvre dont il est à la réécriture. Et dernière chose, tout ce qui est réécriture, pour moi, c'est vraiment une vraie tradition littéraire. C'est-à-dire, on est rentré au 19e siècle dans cette idée que l'écriture, c'est une espèce de génie personnel
qui permet de faire des choses que personne n'a pu écrire avant et tout. Mais avant cela, moi, j'ai une formation de lettres classiques. On passe son temps à réécrire ce que les autres ont écrit. Et ce n'est pas un problème, parce que l'idée, c'est d'essayer de faire mieux, ou en tout cas mieux adapté à son époque. Et je pense que d'une certaine manière, c'est un peu là-dedans qu'on s'inscrit avec cette collection. Absolument, très bien. J'avais une dernière question, justement, peut-être qui peut être liée justement tant sur la forme que sur le fond justement des réécritures. Qu'est-ce qui a été la chose assez facile finalement et la chose un petit peu plus challengeante sur la réécriture pour faire le pont entre la musique et la littérature, qui est quand même effectivement le cœur de la collection. Est-ce qu'il y a eu des évidences de scènes ou d'actes complets qui ont été que vous avez voulu retranscrire directement, ou ça a été justement plus distillé, parce que c'est vrai qu'on en a parlé tout à l'heure, mais de la forme, notamment du vers libre de la Traviata, mais est-ce que vous avez réécrit tout de manière totalement similaire par rapport au livret, ou justement vous êtes laissé des libertés sur la forme comme sur le fond, parce que justement vous aviez des difficultés ou justement des facilités à aller vers cette forme-là? Le plus facile dans l'histoire de Tristan et Isolde, c'était tout ce qui était scène d'amour. Parce que ça, en fait, ça n'a pas bougé. Ça n'a pas pris une ride, même si les mots ne sont pas tout à fait les mêmes. J'ai essayé de rester au plus près du livret, au plus près des émotions des personnages, et ça collait parfaitement, même avec des siècles et des siècles de distance. L'amour impossible, l'amour contrarié, l'amour empêché par la société, bah ça a toujours existé et ça existe toujours maintenant. Donc ça, c'était relativement simple. Ce qui a été plus compliqué, c'était les personnages secondaires. Par exemple, Brangen, qui est la servante d'Isolde dans l'opéra, je ne pouvais pas en faire une servante, puisque Isolde était la fille d'un fermier pauvre d'Irlande. Donc il fallait que ce soit autre chose, donc c'était sa cousine. Mais en même temps, dans l'opéra, c'est un personnage qui, à part le fait qu'elle connaît les filtres et que c'est elle qui élabore le fameux filtre qui fait que Tristan et Isolde tombent amoureux l'un de l'autre, elle n'avait pas une grande importance. C'était un peu un de ces personnages potiches qui sont plutôt là pour servir de témoin aux véritables héros et héroïnes. Et moi, j'avais envie d'en faire un personnage à part entière et j'avais envie d'en faire un personnage politique. Donc, j'en ai fait disons une femme qui a envie de réussir, qui est pour l'indépendance de son pays, qui déteste les Anglais, mais qui, elle, ne s'engage pas dans la lutte armée, qui décide qu'elle va noyauter le système de l'intérieur en réussissant socialement et professionnellement. Et donc, elle a une position politique sur la place des femmes dans la société et sur la place des Irlandais au Royaume-Uni, enfin, ou des Unis. Et là, du coup, ça a été plus compliqué. Il m'a fallu creuser, mais j'ai trouvé ça très, très intéressant de donner à ce personnage une épaisseur que justement, il n'avait pas dans l'opéra. Et vous, Fabien et Christine, et Béatrice, pardon. Alors moi j'étais confronté à alors ça a coulé assez facilement parce qu'effectivement on peut suivre le livret qui est quand même plutôt bien écrit. Moi ma difficulté en fait c'était vraiment qu'on ne soit pas dans le jugement du personnage, parce que quand on la rencontre c'est une prostituée, et je voulais éviter qu'on naturalise un peu son comportement et qu'on ait cette réflexion qu'on a parfois, en gros, elle a qu'est-ce qu'elle mérite, c'est-à-dire si elle meurt, si elle tombe malade, bah, elle avait qu'à faire gaffe, et puis pas évoluer là-dedans, et puis quand on veut, on peut, etc. Tout ce discours que je trouve absolument ignoble. Et donc, je voulais absolument qu'on puisse la comprendre dès le début. Et ça, c'est une partie qui n'existe pas dans l'opéra. C'est-à-dire l'opéra, il commence bille en tête, c'est la fête tout de suite, et on comprend qu'elle est malade et tout, et ça va extra. C'est d'ailleurs, l'exposition, elle est magistrale parce que c'est hyper rapide et hyper efficace. Mais aujourd'hui, au contraire de ce que j'ai tendance à faire d'habitude, j'ai ralenti, j'ai retardé le début de l'action parce qu'il fallait qu'au moment où vraiment elle commence, on soit complètement avec le personnage et que du coup, ensuite, il suffit juste qu'elle explique ce qu'elle ressent et ce qu'elle fait
sans avoir à se justifier, et on le comprend, ça apparaît logique. Il n'y a pas de perversion de sa part, il n'y a pas de paresse et tout. C'est des mécanismes sociologiques qu'on peut expliquer. J'en ai profité pour lire un bouquin sur le fonctionnement de la pauvreté et du rapport à l'argent, pour essayer d'avoir quelque chose qui se tienne vraiment au début. Et mon idée, c'était ça. Ça a été la difficulté, parce que si on n'est pas avec elle, si on ne comprend pas ce qu'elle fait, on ne peut pas être ému quand il va lui arriver malheur, parce qu'on va dire, bah, c'est normal. Je n'ai pas à m'identifier à elle, c'est une fille de mauvaise vie, c'est pas possible. Et aussi qu'on comprenne, il y a un moment qui est très important, c'est sa décision à peu près au milieu d'accepter de quitter son amant. Elle quitte l'amour de sa vie, et ça, c'est très très difficile à justifier avec une société contemporaine, parce qu'en gros, c'est tout sur l'honneur de la famille, pour des raisons religieuses et tout. C'est des questions qui sont plus difficiles à accepter maintenant, puisqu'on va moins suivre quand même si ça existe toujours, mais on va moins suivre les interdits parentaux, etc. Donc il fallait qu'elle fasse ça pour des raisons psychologiques profondes, et notamment j'ai inventé tout ce rapport à son père, ce qui fait que quand il y a une figure paternelle qui vient la voir et lui demander quelque chose, elle ne peut pas lui dire non. Quasiment, parce que elle pense à son père et elle est coincée, en fait. Il apprend à l'émotion sans le savoir, il ne le fait pas exprès là-dessus. Mais voilà, et ça permet d'expliquer tout ça et d'aplanir un peu des difficultés que la transposition, un siècle plus tard et demi, pouvait laisser. Super. Merci beaucoup, Fabien. Béatrice, Oui, tu es la dernière. pour moi, la difficulté, ça a été de transposer des personnages qui sont quand même assez particuliers et de les transposer dans la vie d'aujourd'hui. Par exemple, la Reine de la Nuit, c'est un personnage qui a des drôles de rapports avec sa fille. Elle dit qu'elle l'aime, qu'elle veut son bien. En même temps, elle est extrêmement possessive, elle est très autoritaire. On ne sait pas si elle est mauvaise ou s'il y a du bon en elle. Enfin, c'est un personnage très étrange. Il fallait que je l'adapte dans la vie d'aujourd'hui. Et c'est la mère de la jeune fille dont Malo est amoureux. Donc ça, c'était difficile. Donc il y a beaucoup de personnages comme ça qui étaient difficiles à traduire dans la vie d'aujourd'hui. Donc ça, c'était la première difficulté. Et la deuxième difficulté, c'est dans tous les passages de rêve où je raconte l'opéra, où je retrace l'action de l'opéra en reprenant certaines phrases du livret, de quand même le résumer, parce que sinon on aurait eu un livre de 400 pages. L'histoire est assez compliquée, il y a des allées et venues, il y a les 3 jeunes garçons, les 3 dames qui viennent, qui repartent et tout ça, donc il fallait présenter ça d'une façon qui soit claire pour les lecteurs, qui soit cohérente. Comme les parties rêvées alternent, il ne faut pas qu'on perde le fil de l'une à l'autre, qu'on puisse suivre l'intrigue, donc ça c'était aussi une autre difficulté. Il y avait un travail aussi de concision et un peu de mettre de l'ordre un peu dans tout, quoi. Parce que même dans le livret, il y a des moments où on a l'impression qu'il y a un peu, d'ailleurs, je me souviens que Caroline me l'avait fait remarquer, elle m'avait dit, mais là, on ne comprend pas, il a déjà fait ceci, pourquoi est-ce que… Et effectivement, je me suis replongée dedans, et oui, ce n'était pas très logique. Donc ça, c'était un peu difficile. Les librettistes, parfois, c'était plein de fantaisie. Oui. Et il n'avait peut-être pas de directeur littéraire pour leur dire, attention, ça, ce n'est pas cohérent. C'est aussi que ça passe avec la musique. C'est un peu comme dans les séries, c'est-à-dire qu'il y a des justifications de comportement qu'on accepte parce qu'on est pris par le mouvement du film ou de l'opéra. Et en roman, ça passe pas parce que la lecture est un peu plus lente et plus appliquée. On se dit, mais attends, il y a un problème là, parce que… Voilà. Et quand on veut le retransposer, c'est très difficile. Voilà, et c'est là qu'on voit que nous, derrière, on rame. Oui. Ouais. Merci. Bon, écoutez, nous allons clore cette belle rencontre. Un grand merci pour ces échanges. C'était passionnant de découvrir justement l'envers du décor de cette belle collection. Je vais représenter chacun des titres. Donc, d'après la flûte enchantée de Béatrice Nicodème, le second d'après la Traviata de Fabien Clavel, et celui-ci d'après Tristan et Isolde de Christine Ferré-Fleury. C'est une collection donc, qui est disponible. Il y aura 2 nouveaux titres qui seront à paraître pour 2023, donc, qui seront d'après Carmen, très ambitieux d'Adrien Borne, et d'après Tosca de Charlotte Bousquet, qui sera sur le second semestre 2023. Un grand merci encore une fois pour ces échanges.
Je vous laisse le plaisir d'aller découvrir ces livres en librairie et d'aller les dévorer, de les proposer aux adolescents, puisqu'effectivement, c'est pour eux, mais les adultes peuvent également s'en régaler. Donc, merci à vous de nous avoir suivis et bonne journée à vous.